la une de l'actualité, 21e édition de la Semaine nationale de la culture de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. Le Mali participe à cette rencontre culturelle. Le ministre de la Culture et une forte délégation y prennent part. En marge de ce rendez-vous, le président de la transition burkinabé a reçu en audience les ministres de la Culture du Niger et du Mali pour renforcer la coopération des pays de l'AES sur le plan culturel. Paix et cohésion sociale, c'est le souhait des populations des régions de Bandiangara, Mopti et Douanza. Ils l'ont fait savoir lors de la phase régionale du dialogue intermalien. Dans ce journal, nous parlerons du rôle du démarcheur de mariage, un rôle qui est mis au second plan aujourd'hui alors qu'il était crucial par le passé. La rédaction s'y intéresse ce soir. Les non-nuplés du Mali se portent très bien, Dieu merci, et s'apprêtent à souffler leur troisième bougie. Ce 4 mains, pas facile pour une maman de gérer 9 enfants en même temps. Moussa Papa Idara nous amène ce soir dans leur univers. Temps clément sur Bamako après la pluie d'hier soir. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le temps d'information sur ORTM1. Et nous démarrons par la participation du Mali à la 21e édition de la Semaine nationale de la culture de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. Le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, à la tête d'une forte délégation, participe à la rencontre. Une façon pour notre pays de renforcer ses liens avec le Burkina sur le plan culturel. Et nous vous l'annoncions hier, le président de la transition burkinabé a accordé une audience au ministre en charge de la culture du Niger du Mali. Écoutons le ministre malien de la Culture, Ndogoli Guindo, à sa sortie d'audience au micro de nos confrères de la RTB. L'occasion a été pour nous de lui transmettre les salutations fraternelles de son frère du Mali, son Excellence le colonel Assimi Goïta, celle du gouvernement et du peuple du Mali. Nous sommes ici à Bobo dans le cadre de la 21e édition de la Semaine nationale de la culture. Semaine nationale de la culture qui est une grande fête de célébration de la mosaïque culturelle burkinabé, j'allais dire malienne et nigérienne, pourquoi pas africaine. Et nous sommes à une époque où les trois pays, plus que jamais, sont en train d'unir leurs forces pour réaliser justement les idéaux des différents chefs d'État, la réalisation de leur vision, et nous pensons que l'AES est un ensemble qui sera constitué sur la culture. La culture étant un puissant facteur d'intégration, et nous pensons que l'AES est une organisation des peuples. Et c'est pourquoi le Mali participe à cette édition avec enthousiasme. Toujours au Burkina Faso, les ministres de la Culture du Niger et du Mali ont eu des échanges sur comment valoriser la culture des pays membres de l'AES. Un commentaire de Abdul Karim Kaba. Déjà opérationnelle sur le plan militaire et diplomatique, l'Alliance des États du Sahel AES doit être aussi une réalité sur le plan culturel et artistique. C'est la conviction des ministres en charge de la culture du Burkina Faso, du Niger et du Mali. Cette rencontre tripartite a pour but de réfléchir sur ce projet commun afin d'élaborer une feuille de route claire qui va favoriser la mise en œuvre du dit projet sur le terrain. Et c'est de cela dont nous avons discuté aujourd'hui, avec l'idée de pouvoir mettre en place une architecture commune, une politique commune qui, en son sein, va donc disposer d'un certain nombre d'actions précises qui vont donc être menées dans les trois États en parfaite intelligence au niveau administratif, au niveau politique, mais surtout au niveau artistique et au niveau créatif. Donc c'est une rencontre qui nous a permis de planifier un certain nombre d'actions que vous allez certainement voir dans les mois, les semaines et les mois à venir, qui vont permettre de mettre nos artistes ensemble pour pouvoir donc soutenir cette dynamique. Trois pays, un peuple et un même destin, cette dynamique voulue par les trois chefs d'État de l'AES sonne comme une instruction pour les ministres en charge de la culture à faire en sorte d'unir les trois peuples par la culture, par leur identité et par leur savoir-faire. Pour y parvenir, une synergie d'action entre les pays s'avère indispensable.
C'est une vision que nous partageons. Tout ce qui nous a été présenté, c'est déjà des idées qui sont nourries chez nous. Et je vois qu'on est en parfaite symbiose du point de vue réflexion, du point de vue vision dans le domaine artistique et culturel. Et comme l'a dit mon prédécesseur, c'est des idées qu'on va continuer à mûrir au plus haut niveau du point de vue politique pour qu'il y ait une vision parfaitement commune de nos trois États. La culture joue un rôle éminemment important donc, dans la vie de nos communautés, dans la vie de nos peuples. Elle en constitue à la fois le ferment et le ciment. Alors, donc c'est un socle sur lequel justement l'entité AES pourra se construire beaucoup plus solidement. Donc la culture a un rôle de premier plan à jouer justement dans la réalisation de cet idéal commun. Dans ce cadre, une caravane culturelle, artistique et touristique sera organisée et va sillonner les différentes villes des trois pays. Caravane au cours de laquelle les populations vont se mobiliser massivement pour célébrer l'unité du peuple de l'AES. Cette rencontre tripartite se tient dans le cadre de la 21e Semaine nationale de la culture qui se tient à Bobo-Dioulasso. Dialogue intermalien, ce soir nous parlons de la paix dans les régions de Mopti, Bandiankara et Douanza, des régions qui s'engagent pour la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble entre toutes les communautés. Oumar Maïga et Suleiman Tebsougui. Ensemble pour la paix, la réconciliation et le vivre ensemble entre toutes les communautés. Il fallait s'expliquer, voir pourquoi cette région si prospère se retrouve dans le creux de la vague. Est-ce que c'est interne? Est-ce qu'il y a l'apport extérieur pour semer la discorde? Aujourd'hui, la forme violente qui fait qu'il y a une fracture sociale, qui fait qu'il y a un repli identitaire, qui fait que les communautés sont plus ou moins en état de guerre. Alors, il fallait mettre fin à ça, revenir à la situation d'antan pour que notre société retrouve son lustre d'antan. C'est ce que veut le Mali, un dialogue inclusif et retour de la paix totale sur tout le territoire malien, que cela soit une réalité. La communication est facteur de tout, de cohésion, de réconciliation et de vivre ensemble. Tant qu'on ne se parle pas, on ne s'entend pas. On a beau discuter, on a beau faire vraiment des altercations, on a beau échanger, de disputer, on finira toujours vraiment soit à table, soit l'arbre à palabre, ou soit dans les vestibules, pour terminer vraiment nos différends. Les gens sont fatigués depuis 2012. Nous, du centre, surtout précisément dans la région de Bandiagara, vraiment nous sommes fatigués. Depuis que les gens ont appris l'annonce de ce dialogue, ça commence à changer. Parce que le gouverneur l'a dit, venez tout le monde. Même si tu es détenteur d'une arme, viens parler de ce que tu penses. Et je sais que le message a été passé. Le cadre a permis aux protagonistes de se retrouver et d'échanger sur les questions qui fâchent. Au regard des recommandations formulées, de l'initiative des plus hautes autorités de la transition à faire du dialogue intermalien le socle d'une paix durable sur toutes les années du territoire national, l'espoir est permis. Ça permettra de ramener la paix parce qu'il y avait une certaine divergence. Les gens ne parlaient pas le même langage. Avec ce dialogue, ça a permis quand même de rassembler tout le monde autour de l'essentiel qui est vraiment la paix. Ce que j'ai remarqué au cours de ces dialogues-là, au fait, ça a permis aux communautés non seulement de se rencontrer, et de comprendre la résilience au Mali, surtout, et surtout parler beaucoup de paix, et que les gens aillent vers la paix. Les représentants des sectes de Mopti qui sont venus, et ils ont été accompagnés par 2 ou 3 délégués. Mais j'ai échangé avec lui, il était très triste parce qu'il avait perdu 2 frères, même père et même mère. Et il a compris aussi ce que la transition veut mener au sein de la population, surtout les populations qui sont dans le désarroi. Il sait qu'il a mal, il a très mal. Mais à partir de ce dialogue-là, il va parler à sa communauté pour leur dire qu'il faut se résilier. Il faut qu'on aille vers la paix pour qu'il y ait un Mali courant. Toutes les communes ont mis en exergue la nécessité de cultiver cette paix, cette cohésion sociale qui est sous-tendue par des actions sécuritaires. Les gens, à la base, en ont parlé pour dire ça suffit. La vision de la transition,
c'est qu'il n'y ait pas encore des intermédiaires pour arriver à des conclusions qui sont autres que la paix, la réconciliation nationale. Les représentants des régions de Banyangara, Douanza et Mopti entendent porter haut le flambeau de la paix, la réconciliation et les vivre ensemble à la phase nationale du dialogue intermalien prévu à Bamako du 6 au 10 mai 2024. Le marché des powerbanks, la rédaction s'y intéresse. Il est aujourd'hui le compagnon fidèle des Maliens. Avec les coupures d'électricité, il est beaucoup utilisé par les propriétaires de smartphones et autres appareils électroniques. Ce petit appareil portable emmagasine de l'électricité pour ensuite recharger les appareils électroniques. Sa demande de plus en plus croissante fait aujourd'hui l'affaire de certains commerçants. Suivant Abdoulaye Sako et Sigiri Koulibaly au marché des powerbanks. Désormais, c'est le couple parfait au Mali. Pour s'en rendre compte, il suffit de faire un tour en ville. Le constat est clair. Chacun est fidèle à ce compagnon désormais indispensable qui est le powerbank. Abdoulaye Koni est un jeune commerçant. Il a passé presque toute la journée d'hier sur le répondeur. Ce matin très tôt, il est venu se procurer ce désormais bijou précieux. On doit toujours utiliser nos téléphones. Vu que nous-mêmes sommes dans le commerce, à chaque fois on a des appels des clients. Donc là, il faudrait avoir un powerbank à tout prix. Loin d'un phénomène de mode, le powerbank est d'une grande utilité pour les utilisateurs de smartphones et autres appareils électroniques. Pour les jeunes, qu'ils soient élèves ou étudiants, il leur permet d'avoir le téléphone allumé et rester connectés avec le reste du monde. Sans le powerbank, là, à l'air, là, mon téléphone serait éteindre. Ça nous aide à allumer le Wi-Fi aussi, avec un fil. Actuellement, c'est devenu une nécessité. Le powerbank est devenu très très important dans la vie des Maliens. La demande de powerbank sur le marché a connu une augmentation considérable. Ils se vendent comme des petits pains. Et c'est là, les commerçants l'ont bien compris. Ils mettent tout en œuvre pour satisfaire les clients. On a commencé à vendre les powerbanks il n'y a pas assez longtemps. On a commencé, ça ne vaut pas 5 mois de cela. Mais ce qu'on a vu sur le marché, les powerbanks ont commencé à marcher à un taux de 50% aujourd'hui. Ici, le prix varie de 7 500 à 15 000 francs. Ça dépend de la capacité. Il y en a pour 10 000 mAh, il y en a pour 20 000 mAh, il y a 30 000 aussi, et puis il y a 40 000 aussi. On peut vendre à 40 pièces, 30 pièces, 10 pièces, ça dépend. Si pour beaucoup les powerbanks sont faits pour recharger les smartphones, d'autres sont un peu plus ingénieux. Ils l'utilisent pour faire fonctionner des appareils comme les ventilateurs rechargeables. Les powerbanks doivent être utilisés avec parcimonie selon ce revendeur de téléphone. Les powerbanks ne peuvent pas supplanter l'électricité. C'est juste pour nous dépanner. À la longue, leur utilisation peut avoir des impacts sur les batteries des téléphones. Aujourd'hui au Mali, cette source d'énergie s'est imposée dans nos quotidiens à tel point qu'on serait tenté de se poser la question: quelle serait notre vie sans elle? Difficile. Également dans ce 20h, le rôle des démarcheurs de mariage, c'est celui-là qui s'occupe de tous les processus avant le mariage. Il est le principal intermédiaire, mais peut-être également le médiateur en cas de problème entre les deux conjoints. Aujourd'hui, avec les mutations sociales, avec l'avènement du numérique et l'individualisme, le rôle des démarcheurs de mariage est mis au second plan. Un dossier de Bemba Sibi et Alkaou Traoré. Le démarcheur de mariage est chargé de mener tout le processus de mariage entre les familles des futurs mariés afin qu'elles s'accordent sur l'union de leurs enfants. Mais le rôle du démarcheur ne se limite pas aux procédures avant et pendant la cérémonie de mariage. En témoigne Salif Diabaté, griot et démarcheur depuis quelques décennies qui a à son actif plus de 150 couples unis par le lien sacré du mariage avec seulement 4 cas de divorce. C'est le démarcheur qu'on envoie en première position. Et c'est lui qui fait la navette entre la dame à chercher et la famille. Et ensuite, même après le mariage, il a son rôle à jouer. En cas de conflit, le démarcheur est appelé à intervenir. On est censé aller voir quelqu'un qui peut le faire, mais il faut toujours saisir la bonne personne. Il y a tout un tas de caractères qui sont là, comme par exemple être ouvert, attentif, écouter et en même temps être jovial.
Parce qu'il y a tout ça. Et même savoir garder les secrets. Des critères qui font que la fonction de démarcheur n'est pas réservée aux hommes de caste uniquement. C'est le cas de Mamadou Koulibaly, menuisier de profession, démarcheur par ascendance. Il scelle en moyenne 20 mariages par an et n'a connu que 3 cas de divorce, cela en 30 ans de pratique. Il nous explique ici le processus. Le démarchage commence quand 2 personnes décident de se marier. Dans certains cas, ce sont les familles qui décident de s'unir à travers le mariage de leurs enfants. C'est en ce moment que notre travail commence. Je pense que l'idéal dans ces 2 cas, c'est quand la décision vient des futurs mariés. Le constat que j'ai fait en 30 ans, c'est que les situations conflictuelles sont moins fréquentes dans ces couples. En général, ces démarcheurs, y compris dans les centres urbains, sont censés détenir ce qu'on pourrait qualifier de savoirs endogènes ou de savoirs locaux en termes de vivre ensemble, en termes de cohabitation. D'ailleurs, ils ont un rôle extrêmement important lorsqu'il s'agit de prodiguer des conseils auprès des jeunes couples. Le fait d'envoyer un démarcheur est un témoignage éloquent que le mariage n'a rien d'individualité, que le mariage voit au-delà de l'individu humain, que le mariage interroge à la fois la conscience collective, mais dans le même temps fait de l'individu un être socialisable et socialisé. D'où l'envoi de ces démarcheurs afin de faciliter l'union entre l'homme et la femme. Cette union est aussi celle de 2 familles ou 2 communautés et le lien de ce contrat social est le démarcheur. Il a donc un rôle d'intermédiaire et de médiation. Intermédiaire car c'est lui qui a la bouche et les oreilles des 2 familles avant le mariage. Il devient médiateur en cas de conflit entre les mariés. Des faits connus par les citoyens qu'on a rencontrés à l'instar de Kamara Fanta Traoré, commerçante. Le démarcheur intervient dans tout le processus de mariage. Même en cas de conflit entre les mariés, c'est à lui d'abord d'intervenir pour trouver un terrain d'entente. Le démarcheur, au-delà des procédures de mariage, est un conseiller conjugal et un médiateur en cas de mésentente. On explique les problèmes au démarcheur qui va trouver les mots justes pour parler à l'époux ou l'épouse ou la belle famille. Si les démarcheurs sont consultés par les couples, je pense que cela va contribuer à baisser le nombre de cas de divorce. Pourtant, dans les faits, on a l'impression que ce rôle des démarcheurs n'est pas connu au vu du nombre de divorces. Nos 2 démarcheurs, tout comme les sociologues, ont différentes appréciations de cet état de fait. Aujourd'hui, les djili ne sont pas vraiment djili comme dans le passé. On n'apprend rien, on rentre là-dedans parce qu'on trouve de l'argent. Ils ne savent pas quel rôle exactement ils doivent jouer dans la société. Donc, ils ne sont pas tout le temps saisis et ils ne sont pas tellement à leur place. Et souvent, on les ignore. Et c'est dû à eux-mêmes, c'est dû à nous-mêmes. Je pense que le problème est dû à l'ignorance du rôle des démarcheurs pendant le mariage. Certains ne nous considèrent même pas. Pourtant, quand on garde les liens avec son démarcheur, cela peut contribuer à préserver ton couple en cas de problème. Le premier événement, c'est cet usage du numérique. Quand on se rend compte qu'aujourd'hui, dans les sens urbains de plus en plus, des mariages sont consommés sans que ceci ne nécessite l'envoi de démarcheurs. Donc nous assistons à une sorte de changement de centre de gravité en termes d'attachement aux valeurs des terroirs, en termes d'attachement aux fondamentaux du vivre ensemble. Le deuxième élément important, de plus en plus, l'individu humain malien, il n'est plus soumis au dictat collectif. Les gens s'identifient en tant qu'individu. Or, auparavant, l'être humain malien s'identifiait à travers son nom de famille. L'évolution sociale a poussé de nombreuses personnes à se détourner de certains supports sociaux qui pourtant contribuent à renforcer les liens du mariage. Dans tous les cas,
cela n'enlève en rien le rôle crucial des démarcheurs dans les différentes communautés. C'est au couple de revenir à ce fondement de la vie socio-culturelle du Mali. Les non-nuplés du Mali, qui ont captivé le monde depuis leur naissance en 2021, se portent très bien, Dieu merci, et doivent fêter leur 3e anniversaire ce 4 mai. Ces enfants restent encore sous grande surveillance à leur domicile et les parents font au quotidien face aux humeurs de 9 petits bouts de chou dans l'univers des non-nuplés, Moussa Papaïdara et Sidiki Balo. Dans la famille Arbi, il faut tout multiplier par 9 pour être équitable. Mais le seul écran de surveillance installé dans le salon suffit pour voir les non-nuplés ensemble couchés dans leur chambre. Les parents ne leur quittent pas du regard. Là où je suis, dans n'importe quel pays, et à travers de mon téléphone, je peux bien visionner le bâtiment, la maison, l'intérieur, l'extérieur, comme si je suis au salon, à la maison, en face de l'écran. Ils n'ont pas trop de problèmes. Il faut juste les surveiller de temps en temps. Petite interruption, quelque chose semble bouger dans leur chambre. Dans la même cour, mais les non-nuplés sont dans un appartement différent où toutes les conditions sont réunies pour les mettre à l'aise. C'est là qu'ils passent tout leur temps pratiquement. C'est leur salon. C'est le moment de nettoyage qu'on les amène dans l'autre chambre qui est à côté. Il y a leur dessin animé favori qui est là, qui regarde à partir du salon. Fatouma est la plus bouillonnante des 9. Les garçons sont apparemment sages et les 4 autres filles, Oumou, Adaman, Awa et Khadija, cherchent à se faire une place auprès de Fatouma. Une oncle qui est 3 ans. Les filles quand même sont plus joviales que les garçons. Mais sinon, Mohamed qui est là, ici, difficilement si on le retient. Les non-nuplés grandissent à un bon rythme et imposent en même temps leur agenda de la journée. Pas souvent facile à tenir, surtout quand c'est l'heure du repas. Oui, vraiment, c'est pas du tout facile pour les ressembler. Il faut qu'on parte chercher une à une les enfants. Ils ont un régime spécial. Toutes les 2 heures, ils sont alimentés pour l'équilibre de leur état de santé. Mais la petite Adama ne veut rien avaler tout de suite, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas les mêmes envies au même moment. Les garçons quand même n'aiment pas trop vraiment le riz. Par contre, les filles, elles n'ont pas de problème. C'est ce même sentiment qui anime tout un père de famille, de voir vraiment de façon positive l'évolution de ces enfants. Leur quotidien est un investissement aussi bien financier qu'humain. Alima Sissé, leur mère, est épaulée par des aides ménagères, mais cela ne diminue pas le volume du travail, surtout au niveau de la lessive. Le plus difficile, c'est qu'on fait chaque jour la lessive, parce que vu que ce n'est pas un seul enfant, il faut que chaque jour on fait la lessive. On ne peut pas laisser les habits durer 2 jours, 3 jours. Alima Sissé confie que la tâche d'endormir les 9 enfants est un parcours de combattant, mais les jeux sont leur rituel apaisant. Ainsi, les parents créent un espace dédié à cela, leur permettant de s'amuser tous les jours pendant au moins 2 heures. C'est pour les garder, avoir l'œil sur eux. Donc on met les barricades pour les avoir dans cet espace et aussi les empêcher eux de pouvoir quitter dans notre champ de vision. Ce sont les enfants les plus chouchoutés du Mali et bénéficient de l'appui du gouvernement et plusieurs personnes de bonne volonté. Les non-nuplés ont battu le record Guinness du plus grand nombre d'enfants nés en une seule maternité et avoir survécu malgré les risques de santé qu'ils encouraient. Ces non-nuplés détiennent un titre extraordinaire. Ils ont 3 ans maintenant et ne sont plus faciles à tenir. L'équation difficile surtout à résoudre, c'est de pouvoir les rassembler tous le temps d'une pause photo. On y va? C'est bon? Ou presque. C'est jamais évident. Les non-nuplés et leurs parents sont les invités de notre émission Grain de Midi le mardi 30 avril 2024. L'UNTM a organisé un dîner gala à l'honneur des responsables syndicaux de certains pays qui ont effectué le déplacement à Bamako pour assister au 14e congrès ordinaire de l'Union nationale des travailleurs du Mali. Aldumatina.
Quelques heures après la fin des travaux du 14e congrès ordinaire de l'Union nationale des travailleurs du Mali UNTM, qui a vu la réélection de Yacouba Katile comme nouveau secrétaire général de l'organisation, les congressistes se sont retrouvés en soirée pour un dîner gala organisé en l'honneur des responsables syndicaux d'autres pays ayant fait le déplacement. Dans le cadre de la solidarité syndicale internationale, quoi de plus normal d'organiser un tel dîner gala? Tout s'est bien déroulé comme on a prévu. Et nous avons encore la chance d'avoir des amis venant de loin, la Turquie, en Afrique ici, dans le cadre de la solidarité internationale syndicale, ce qui nous a fait vraiment un grand plaisir. Et ça veut dire que nous ne sommes pas seuls. À tout moment, nous avons des soutiens. À tout moment, nous avons des gens qui nous accompagnent si la nécessité est là. Donc je remercie tous ici, tous ces beaux mondes. Ce congrès vient d'être terminé par une soirée de gala. Vous voyez, cette soirée a été agréablement arrosée parce que le matin, on nous a dit qu'il fera 46 degrés à Bamako et Dieu merci, Dieu a arrosé. Vraiment, c'est une bénédiction qu'on a pour vraiment cette instance qui nous a réunis. Et Inch'Allah, nous félicitons l'UNTM, nous encourageons tous les camarades de l'UNTM donc en avant vraiment pour la lutte syndicale. Des cadeaux en guise d'hospitalité malienne et de reconnaissance ont été donnés aux responsables syndicaux venus du Niger, du Burkina Faso, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, de la Turquie et de l'Organisation de l'Unité syndicale africaine. Troisième édition de la transformation numérique, une compétition initiée par la société Africa Digital et destinée aux établissements scolaires et aux entreprises. Elle permet d'identifier le talent, le dynamisme et l'esprit d'innovation de la jeunesse. Une conférence de presse a été organisée pour donner plus d'explications sur cette compétition. Al-Mouzer Al-Kamissa Yatara. Africa Digital organise chaque année un concours qui met en compétition les lycées, les universités et les start-up. Ces concours visent à octroyer des bourses aux lauréats, les former et mettre leurs projets en valeur. La troisième édition de cette compétition est placée sous le thème « La souveraineté numérique ». En ce moment où l'on parle de dialogue intermalien, ce thème permettra à la jeunesse de s'exprimer sans complexe sur la souveraineté numérique et cela dans un cadre certes compétitif mais coopératif. Cette compétition est un élément catalyseur qui vient en complément des initiatives et des actions qui sont au niveau gouvernemental et au niveau du secteur privé. L'activité est soutenue par les ministères de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration qui entend booster le secteur du numérique. Cette souveraineté numérique va passer inévitablement et inexorablement par la construction d'un capital humain efficace, compétent, qui va nous permettre de soutenir cette révolution numérique. C'est dans ce contexte qu'Africa Digital a initié cette conférence de presse pour donner les détails de cette compétition sur la transformation numérique. La troisième édition se déroulera pour la sélection le 5 mai au CICB et pour la finale le 12 mai. Suivra la remise des prix le 18 mai. Les candidats proposeront des projets individuels ou en groupe. Enfin, les lycées vont compétir sur le thème la sécurité des données, les universités sur le thème l'intelligence artificielle et les startups sur le thème la robotique. Et cette action humanitaire du réseau des femmes parlementaires en partenariat avec ONU Femmes à l'endroit des rescapés de l'attaque du bateau Tombouctou. Quelques mois après cet acte terroriste, ils viennent de recevoir leur enveloppe dans la cour de la COMAF à Koulikoro de la part du réseau qui a débloqué 5 millions de francs CFA pour les soutenir. Reportage Djemba Moussa Konati. 5 millions de francs CFA, c'est ce montant que le réseau des femmes parlementaires vient de remettre aux femmes et enfants rescapés de l'attaque du bateau Tombouctou survenue le 7 septembre 2023. Il s'agit des rescapés vivant à Bamako et Koulikoro. Ce geste devra permettre de soutenir ces familles endeuillées à traverser cette période de soudure dans la quiétude. La cérémonie qui nous réunit ce matin est d'une importance très capitale pour nous Koulikorois. Avec la fermeture de l'ICOMA,
j'avoue que le transport fluvial était le seul fil qui tenait l'économie de Koulikoro. Et c'est tout Koulikoro vivait du bateau. Pour la présidente du réseau des femmes parlementaires, cet acte des ennemis de la nation leur encourage plutôt à persévérer pour une paix durable entre les filles et les fils du Mali. Notre président, le président Malik Diaw, m'a chargé particulièrement de vous transmettre ces chaleureuses salutations, tout en disant aux familles des victimes que lui, ainsi que tous les membres du CNT, seront toujours à leur côté pour faire la lumière afin que justice soit faite. Nous devons faire de ce crime, comme au Rwanda, une opportunité, celle de l'entraide et de l'amour envers l'autre. La Comanav, il n'y a pas une famille qui n'a pas un membre qui y travaille, qui est manœuvre, qui est lapto, qui est conducteur, qui est vendeuse d'oranges, d'alocos, de tomates. Voilà, on vit du bateau. Donc les activités de la Comanav sont suspendues. Imaginez dans quel dénuement se trouve la population de cette ville-là, de cette région. La porte-parole des bénéficiaires a salué cette générosité du réseau des femmes parlementaires avant d'exhorter d'autres bonnes volontés à emboîter les pas de ces femmes battantes. Le directeur de cabinet a invité la population de Koulikoro à être beaucoup plus résilient et plus fort qu'avant. On tisse aussi la toile de la solidarité avec ce geste de l'ONG Imidirar qui vient soulager l'académie d'enseignement de Kidal. Elle vient de recevoir des kits scolaires et des matériels didactiques pour permettre aux élèves de bien étudier. Kidal, Moriba Keita et Moussa Togo. L'accès à une éducation de qualité est un droit humain et universel. C'est pourquoi l'ONG Imidirar, les Vulnérables et ses partenaires volent au secours des autorités scolaires de la région de Kidal en leur offrant une quantité importante de kits scolaires. C'est grâce au cri de cœur des responsables techniques de l'éducation de la région que nous avons décidé, nous et nos partenaires, d'appuyer le système d'éducation à Kidal à travers ce modeste don composé de matériel, de kits didactiques, de matériel pédagogique. Ce que nous pouvons dire à l'endroit des bénéficiaires, d'utiliser ces matériels à bon escient. Les autorités administratives, tout comme les autorités scolaires et politiques, ont salué ces gestes de l'ONG Imidirar, les Vulnérables. Je suis animé vraiment d'un sentiment de satisfaction, vraiment à l'endroit de l'ONG donateur des kits scolaires à notre académie. Je compte sur l'académie et les différents cadres par rapport à un bon usage des différents kits reçus tout de suite des mains de l'ONG Imidirar. Nous sommes très contents et nous sommes très fiers aussi de cette ONG qui a toujours œuvré, n'est-ce pas, dans le sens d'améliorer les conditions de travail dans les écoles. Ces dons de l'ONG Imidirar, les Vulnérables, sont composés des cartons de craie, des cahiers, des sacs d'écoliers, des livres de lecture et des mathématiques. Fin du projet de résilience et de cohésion sociale des communautés transfrontalières de l'Uptako-Gourma. Un atelier de capitalisation et de pérennisation des acquis a permis aux participants de faire le bilan. Rakiatou Touré et Al-Hassan Hamdou. Cet atelier vise à faire le bilan des activités du projet de résilience et de cohésion sociale des communautés transfrontalières du Luptako-Gourma. Avec les autorités administratives, les acteurs ayant contribué à la mise en œuvre du projet ont partagé les résultats enregistrés durant les 4 ans d'exécution. Au Mali, nous sommes dans les cercles d'Ansongo où on avait commencé depuis 2020 jusqu'en 2023. En matière de développement, nous avons eu à mener des activités de relance économique à travers la mise en place de nos activités génératrices de revenus, ce qu'on appelle communément les AVEC, la reconstitution des cheptels, les maraîchages hors sol. Sur le plan humanitaire, donc il y a eu les transferts cash monétaires qu'on a eu à faire à peu près 15 fois durant la vie du projet. Donc il y a eu également des activités de nutrition à travers les sensibilisations, les dépistages, les renforcements des capacités donc de GISAN, des relais, et puis des cliniques mobiles qui ont été réalisées donc, dans ces différentes communes. Des dialogues de fora qui ont été organisés avec les cadres de concertation des différentes localités, mais également de renforcement des capacités de ce qu'on appelle les sentinelles. Les chefs du village et de fraction, pendant quelques jours, ils ont été formés sur leurs responsabilités. Avant, ils ne les connaissaient pas. Tu as le titre de chef seulement, tu ne sais même pas
ce que tu dois faire. Donc aussi, ça c'est une activité qui a été très très importante chez nous. Les travaux de 2 jours ont été sanctionnés par la signature d'un protocole d'entente et une batterie de recommandations. Il ne sert à rien de faire le développement s'il n'y a pas une cohésion sociale. La cohésion sociale doit être renforcée à travers un renforcement des capacités de tous les acteurs. Je tiens à vous assurer l'accompagnement des autorités sans défaut auprès des partenaires que vous êtes pour l'obtention de la seconde phase du projet. La rencontre a regroupé dans la commune urbaine de Gao les représentants des 3 communes bénéficiaires du projet au Mali. Rappelons que le projet Récolte G a bénéficié de l'appui financier de l'Union européenne et celui du ministère des Affaires étrangères danoise. Actualité régionale toujours, lancement du projet d'assistance alimentaire et nutritionnelle des populations déplacées et les communautés d'accueil de Sakoiba et Sebougou dans le cercle de Ségou. Il s'agit à travers ce lancement de présenter aux différents acteurs les stratégies de mise en œuvre du projet. Reportage Honoré Tchenou et Bakary Traoré. À travers ce lancement, Ayunda en Action et ses partenaires veulent partager avec les différents acteurs la stratégie d'intervention de son projet et les zones d'intervention entre autres. Un projet d'assistance pour améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations déplacées et les communautés d'accueil de Sakoiba et Sebougou. Sur les 2 ans, ce projet va s'accentuer sur une approche Nexus. C'est-à-dire nous allons non seulement avoir des actions humanitaires dans ce projet, nous allons aussi avoir des actions de développement dans ce projet. Et le 3e axe sera plutôt des actions de protection et de consolidation de la paix. Tout ce que nous sommes en train de vivre par rapport à la prise en charge des personnes déplacées et l'appui aux personnes déplacées, difficilement aujourd'hui peut en tout cas aller sans initiative qui découle dans le développement, c'est-à-dire le Nexus. Il répond parfaitement vraiment aux besoins, en tout cas aux préoccupations de développement social. Au cours de ce lancement, une approche de mise en œuvre ainsi que les méthodologies du projet sont expliquées aux participants, chose qui leur permet de mesurer la prise en compte de leurs attentes pour une bonne mise en œuvre du projet. Nous remercions très sincèrement l'ONG Ayunda Action et ses partenaires AMSS et Arafat Plateau de Gon, qui nous le savons déjà ce qu'ils sont en train de faire dans la région de Ségou et particulièrement au profit des personnes déplacées. Donc j'invite aux participants vraiment d'être attentifs sur le déroulé de ce projet, et les communications qui vont suivre, et pour mieux comprendre, d'être le relais pour ceux qui ne sont pas là. Sur le financement de l'agence Indayuba de la coopération internationale para El Desarola, le projet sera mis en œuvre dans la commune de Sakoiba et Sebougou pour une période de 2 ans. Forum régional de la sécurité routière à Koutiala. L'objectif est de faire face à l'insécurité routière à travers la formation et la sensibilisation des acteurs concernés. Reportage Brahima Kone. Ce forum régional de la sécurité routière participe à la réalisation d'une vision gouvernementale qui consiste à réduire considérablement le nombre de tués imputables aux accidents de la route au Mali. Il devra permettre de faire l'état des lieux de la sécurité routière dans la région de Koutiala afin de prendre des dispositions pratiques susceptibles d'éradiquer le fléau de l'insécurité routière. En marge du forum, des formations seront organisées à l'attention des agents verbalisateurs de la police et de la gendarmerie sur la procédure de mise en œuvre des amendes forfaitaires de la circulation routière, à l'attention des élus locaux sur leur rôle et responsabilités en matière de sécurité routière, et enfin à l'attention des chauffeurs et conducteurs routiers ainsi que les conducteurs de tricycles et de mototaxis de la région de Koutiala. La réalisation de ces activités contribue à la mise en œuvre d'une recommandation de la 26e session ordinaire de l'ANASER, à savoir l'organisation de forats régionaux de la sécurité routière. Les statistiques annuelles moyennes d'accidents de la route des 5 dernières années révèlent qu'une personne est tuée toutes les 14 heures. Le facteur humain est le plus impliqué dans les accidents de la route avec 82%, loin devant les défaillances techniques avec 10% et l'environnement routier 8%.
Les activités du Forum régional de la sécurité routière s'étendent sur 4 jours. Nous ouvrons la page sport de cette édition et il nous a rejoint sur ce plateau Siragatou Sissi. Bonsoir Siragatou. Bonsoir Khadija Toukone. Alors, Coupe du Mali de football, le stade malien de Bamako a rejoint en finale à la sympathique équipe d'Afrique Football Elite. Oui, les Blancs se sont imposés 2-1. Les Rouges du Djolba ont pourtant ouvert le score à la 10e minute sur penalty par Ousmane Koulibaly Kalaba. Le Stade Malien de Bamako a égalisé à la 30e minute par Moussa Diallo. Le but de la délivrance est inscrit par Lassine Kouma à la 73e minute. Score final 2-1 pour le Stade Malien de Bamako. Les images dans nos futures éditions avec Daouda Kone. Le Stade Malien de Bamako, détenteur du trophée, défendra sa couronne. Les Blancs en route pour une 32e finale et un 23e sacre dans cette compétition. Et hier, Afrique Football Elite a tracé sa voie de 1 face à l'AS Bakaridjan de Baraouli lors de la première demi-finale. Oui, dans ce duel, il a fallu attendre la 61e minute pour voir Mamadi Kondé marquer en faveur d'Afeu. L'AS Bakaridjan de Baraouli remet les pendules à l'heure à la 70e minute par Adama Koulibaly. Le diable d'Ibrahim Kanate crucifie Bakaridjan dans les arrêts de jeu du temps additionnel. Les académiciens jubilent et croisent en finale le Stade Malien de Bamako. Une affiche inédite prévue le samedi 1er juin 2024 sous la haute présidence du président de la transition chef de l'État colonel Assimi Goïta. Et en basketball, suite et fin ce soir de la 7e journée du championnat national de première division. Chez les messieurs, le Sigui de Caille cartonne la commune 1, 67-45. L'AS Police bat le centre de référence de Tombouctou, 67-56. En ce moment se joue le match AS Real à Club de Kidal. Chez les dames, le Stade Malien de Bamako domine l'USFAS 90-52. Succès du Djoliba, c'est 68-46 face à l'AS Police. Le centre Bintou Dambélé de Kouloukouro gagne l'AS Mandé de la commune 4 82-67. L'AS Real triomphe 58-55 devant Calaban Sport Club. Merci bien Siragatou. Je vous en prie. Et bon début de semaine. Merci, parlez-moi à vous. À suivre dans nos programmes ce soir, question d'actualité en numéro qui fait le point des phases communales et régionales du dialogue intermalien en attendant l'atelier national prévu du 6 au 10 mai prochain. C'est un débat animé par Sira Batili. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain commence une nouvelle semaine. Entamons-la avec détermination et courage, car nos grands-pères disaient « Soulève ta charge jusqu'au genou et on t'aidera à la mettre sur la tête ». À méditer. Bonne fin de soirée à tous.